Star Trek n'a jamais été une émission de télévision comme les autres. Il s'agit d'un changement culturel, d'un saut audacieux dans l'inconnu qui a électrisé les imaginations et donné naissance à l'un des plus grands univers de science-fiction jamais créés. Des films à succès aux produits dérivés sans fin, en passant par les conventions remplies de fans dévoués Star Trek, s'est transformé en un phénomène mondial. Pourtant, avant que le capitaine Kirk ne devienne le visage de l'Enterprise, il y avait un autre homme dans le fauteuil du capitaine lors de l'épisode pilote original. Un leader compétent et charismatique qui a disparu presque sans explication. La plupart des téléspectateurs n'ont jamais appris la vérité troublante sur les raisons de son remplacement discret, ni sur les nombreux secrets enfouis derrière l'apparence soignée de la série. Lorsque Star Trek a été lancée en 1966, elle ne ressemblait pas à la science-fiction typique de son époque. C'était le début d'un vaste univers, une vision créative audacieuse de Gene Roddenberry. La première série, connue plus tard sous le nom de The Original Series, a débuté au Canada avant d'arriver sur NBC aux États-Unis. Elle suivait l'équipage de l'USS Enterprise dans son périple au XXIIIe siècle chargé d'explorer de nouveaux mondes étranges, de découvrir de nouvelles civilisations et d'aller audacieusement là où personne n'était allé auparavant. Roddenberry a emprunté des idées à des œuvres classiques telles que Planète interdite et Les voyages de Gulliver, et il a mélangé les merveilles de l'exploration spatiale avec des sous-entendus moraux et philosophiques tirés de vieilles aventures occidentales telles que Wagon Train. Au fil du temps, l'univers de Star Trek s'est étendu bien au-delà de ce que les acteurs originaux auraient pu imaginer. Des suites animées, une succession de longs métrages et de nouvelles séries en prise de vue réelle, comme les séries Next Generation, Deep Space Nine Voyager et Enterprise ont fait avancer et reculer la chronologie chaque époque, restant ancrée au cœur de la vision de Roddenberry. En 2009, la franchise s'est réinventée avec les films de la ligne temporelle, Kelvin, offrant une vision nouvelle et alternative des personnages classiques. Des séries modernes comme Discovery Strange New World et Picard ont été diffusées en continu sur les plateformes numériques, certaines revisitant les débuts de l'histoire de la Fédération, tandis que d'autres faisaient un bond de plusieurs siècles dans un avenir lointain. Star Trek ne s'est pas contenté de grandir. Il est devenu un univers à part entière. Pourtant, avant de devenir une pierre angulaire de la culture, la série originale a lutté pour survivre. Elle n'a duré que 3 saisons avant d'être annulée, ne gagnant véritablement en popularité que lors des rediffusions. Aujourd'hui encore, de nombreux fans ignorent l'histoire complexe des premiers acteurs et les conflits qui se sont déroulés derrière la passerelle de l'Enterprise. Ce qui distinguait Star Trek, ce n'était pas seulement les aventures cosmiques, c'était la vision d'un équipage diversifié et uni. À une époque où la télévision américaine n'offrait que rarement une telle représentation, le pont de l'Enterprise ressemblait à une petite version harmonieuse du monde. Un timonier japonais joué par George Takei, une femme noire chargée des communications jouée par Nichelle Nichols, un navigateur russe pendant la guerre froide joué par Walter Koenig, un ingénieur écossais plein d'entrain joué par James Doohan et un premier officier extraterrestre, Spock, ramené à la vie par Leonard Nimoy. Elle ressemblait à une organisation des Nations Unies futuriste dérivant parmi les étoiles. Ce message discret d'unité a eu un poids énorme à une époque marquée par les luttes pour les droits civiques, les tensions politiques et la guerre. Star Trek a montré au public une vision optimiste de l'avenir de l'humanité, un avenir dans lequel les gens travaillent ensemble, non pas en dépit de leurs différences, mais grâce à elles. Cette vision a inspiré des millions de personnes et a joué un rôle crucial dans le fait que la série est devenue bien plus qu'un simple divertissement. Pourtant, en coulisses, l'harmonie n'était pas toujours garantie. Les acteurs ont dû faire face à de longues heures de travail, à des salaires limités et à des trajectoires professionnelles très différentes. Certains acteurs ont atteint de nouveaux sommets, tandis que d'autres se sont retrouvés limités par les rôles mêmes qui leur ont apporté la célébrité. Les fans, qu'ils se nomment Trekkies ou Trekkers, ont toujours tout suivi avec dévotion, remplissant les conventions, collectionnant les produits dérivés et visitant même une attraction Star Trek grandeur nature à Las Vegas qui a duré 1 décennie. Ce qui a commencé comme une série télévisée était finalement devenu un style de vie, une communauté et un héritage. L'une des histoires les plus remarquables en coulisses concerne Nichelle Nichols, qui a interprété le lieutenant Uhura. Elle a brisé les barrières en étant l'une des premières femmes noires à jouer un rôle important à la télévision sans être une servante.
Pourtant, après la première saison, elle envisage de quitter la série pour poursuivre ses aspirations à Broadway. Lorsqu'elle en a informé Gene Roddenberry, celui-ci ne l'a pas supplié. Il lui a simplement demandé de réfléchir à ce que son personnage symbolisait. Le même week-end, le destin s'en mêle. Lors d'une collecte de fonds de la NAACP, elle rencontre le Dr Martin Luther King Jr., qui l'accueille avec admiration et lui dit que lui, Coretta et leurs enfants sont de fervents admirateurs de son travail. Lorsque Nichelle a fait part de son intention de démissionner, le Dr King l'a encouragé à ne pas partir. Il a souligné que sa présence dans Star Trek était révolutionnaire, elle représentait les Noirs non pas comme des stéréotypes, mais comme des égaux respectés. Il a expliqué que Star Trek était la seule émission qu'il permettait à ses enfants de regarder tard. Cette simple conversation a changé sa vie. Elle est restée et a marqué l'histoire de la télévision. Malgré l'influence durable de la série, son annulation a créé de réelles difficultés pour ses vedettes. William Shatner, après la fin de la série, s'est retrouvé catalogué dans le rôle du capitaine Kirk. Les directeurs de casting avaient du mal à lui trouver un autre rôle. Après un divorce douloureux qui a épuisé ses finances, il a accepté tout travail qu'il pouvait trouver, des publicités pour de la margarine et des épiceries canadiennes et des films à petit budget comme Big Bad Mama. Rétrospectivement, dans The 50 Year Mission, Shatner admet qu'avant Star Trek, il était sélectif dans ses rôles. Par la suite, les nécessités financières ne lui ont pas laissé d'autre choix que d'accepter des emplois qu'il aurait autrefois refusés sans hésitation. Lentement, le vent commence à tourner. En 1979, avec la sortie de Star Trek The Motion Picture, sa carrière prend un nouvel élan. Pourtant, Shatner n'était pas le seul à se battre. De nombreux acteurs ont été confrontés à la même ombre que celle de la répartition des rôles. James Doohan, bien aimé dans le rôle de Scotty, a subi le même sort, peut-être même plus sévèrement. Son interprétation de l'ingénieur écossais de l'Enterprise était si emblématique que le public avait du mal à l'imaginer sous un autre visage. Après avoir tourné un film intitulé Man in the Wilderness avec Richard Harris en 1971, il est revenu à Hollywood et a commencé à passer des auditions. Mais les producteurs l'appelaient Scotty et lui disaient « Désolé, nous n'avons pas de rôle pour un Écossais ». En réalité, il n'avait pris l'accent écossais qu'une seule fois avant Star Trek. Il a participé à 450 émissions télévisées en direct et à 4000 émissions radiophoniques avec d'autres voix. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. En 1971, il n'avait plus un sou et ne pouvait plus trouver de travail à cause de Star Trek. Heureusement, Doohan commence à faire des apparitions personnelles. Il se rendait à des événements organisés par des fans, signait des autographes et rencontrait des gens qui aimaient de la série. C'est ce qui lui a permis de tenir le coup. Tout comme Shatner, sa chance a tourné lorsque les films Star Trek ont commencé à être tournés. Enfin, il allait être possible de vivre de Star Trek, a-t-il déclaré. Son histoire montre qu'un rôle peut rendre un acteur célèbre, mais qu'il peut aussi le piéger. Et pour les fans, c'est l'occasion de rappeler que les acteurs qui incarnent leurs personnages préférés ont dû faire face à de réelles difficultés. De grandes voix, une aide précieuse et un peu de célébrité. Une chose que les gens adorent en faire, c'est se faire passer pour William Shatner. Ses poses dramatiques et sa façon de parler dans la version originale de Star Trek sont devenues emblématiques. La première personne à avoir vraiment réussi cette imitation fut le comédien Kevin Pollak, qui joua plus tard le rôle de Moish Mazel dans The Marvelous Mrs. Maisel. Le style de Shatner était si unique qu'il est devenu un élément de la culture populaire, tout comme la série elle-même. Mais derrière les plaisirs, il y a eu des moments sérieux qui ont façonné la série. L'un de ces moments est venu de Lucille Ball. Après son divorce avec Desi Arnaz, elle a pris le contrôle des studios Desilu. C'est elle qui a donné le feu vert à Star Trek. À l'époque, le studio ne produisait pas beaucoup d'émissions. Selon Mark Cushman, auteur de Désert de voyager, Lucille a dit « Nous devons diffuser plus d'émissions ». Et elle a choisi Star Trek parce qu'elle pensait que c'était différent. Cushman a également déclaré que Lucille se demandait ce que Daisy ferait car elle pensait qu'il produirait des émissions qui leur appartiendraient et pas seulement des émissions réalisées pour d'autres sociétés. C'est pourquoi elle a tenté sa chance avec Star Trek. Elle pensait que cela pourrait être comme I Love Lucy, quelque chose qui serait rediffusé pendant des années. Et elle avait raison. Les deux émissions sont restées à l'antenne pendant des décennies. Mais Lucille n'avait pas l'argent nécessaire pour faire tourner Desilu. Elle a dû vendre le studio à Paramount et Star Trek faisait partie de l'accord. Après cela, la série est devenue le succès mondial que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule décision surprenante prise en coulisses. Les fans entendent souvent dire que Star Trek a ajouté un personnage russe parce que le journal soviétique Pravda s'en est plaint.
Gene Roddenberry aimait raconter cette histoire, mais la vérité était tout autre. Il y a un mémo de 1966 où Roddenberry dit clairement qu'il voulait attirer un public plus jeune. Ils essayaient d'attirer le même public que celui qui aimait les singes. Ils ont donc créé Chekhov, un personnage russe jeune et énergique, joué par Walter Koenig. Tout ce qui concerne la Pravda, c'est de la foutaise, dira plus tard Koenig. Tout cela n'était que de la publicité, a-t-il ajouté. Il voulait quelqu'un qui plairait aux jeunes de 8 à 14 ans, et la décision a été de le faire russe. C'est tout. Pas de politique, juste du marketing. Puis vint le film Star Trek en 1979. Tous les acteurs reviennent à l'exception de Leonard Nimoy. Il ne voulait pas revenir. Paramount utilisait son visage dans des publicités et sur des produits sans rien lui payer. Il a donc refusé de rejoindre la société. Le réalisateur Robert Wise s'est entendu dire par sa fille que sans Spock, il n'y aurait pas de Star Trek. L'affaire était d'importance. Sans Nimoy, le film aurait pu tomber à l'eau. Et puis, il y a l'histoire la plus folle de toutes. En 1975, Gene Roddenberry écrit le scénario d'un film intitulé The God Thing. L'idée était que le capitaine Kirk se retrouve face à face avec un extraterrestre puissant qui prétendait être Dieu. Le studio ne l'a pas retenu, mais des années après la mort de Roddenberry, l'histoire a été transformée en roman par Michael Jan Friedman. Jésus aurait pu combattre le capitaine Kirk, et ce n'était pas une blague. C'était une idée réelle qui était sérieusement envisagée. Mais tout cela de la disparition de Spock aux extraterrestres divins n'était que la surface. Car il y a une histoire que les fans n'ont pas vue venir. L'histoire du capitaine original qui a été soudainement et discrètement remplacé. Avant Kirk, il y avait le capitaine Pike. Avant que William Shatner ne devienne le visage de Star Trek, il y avait un autre capitaine dans l'épisode pilote. Il s'agit du capitaine Christopher Pike, interprété par Jeffrey Hunter. À l'époque, Jeffrey Hunter était un acteur connu. Il avait une image soignée, une forte présence à l'écran et était considéré comme un coup de cœur. Lorsque Gene Roddenberry a créé Star Trek, il a choisi Hunter pour diriger la série en tant que capitaine de l'USS Enterprise. Hunter a joué dans le premier épisode pilote intitulé The Cage. Son interprétation de Pike était sérieuse, émotionnelle et pleine de colère. L'histoire de cet épisode montrait Pike piégé par d'étranges extraterrestres sur une planète lointaine appelée Talos 4. Ces extraterrestres ont utilisé des tours de passe-passe pour essayer de contrôler Pike. Ils voulaient qu'il reste sur leur planète et qu'il fonde un nouveau groupe d'humains en utilisant des illusions pour le piéger. Mais Pike est resté fort. Il a montré de la colère, de la haine et de la résistance que les extraterrestres n'ont pas su gérer. L'interprétation de Hunter dans ce rôle était puissante. Il a serré les dents, les poings et refusé de céder. Certaines rumeurs disent que sa performance était trop intense pour les téléspectateurs, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est tout le contraire. Son travail était captivant et mémorable. Mais lorsque Star Trek a eu une seconde chance avec un nouveau pilote, Hunter n'est pas revenu. Et au lieu de recaser le capitaine Pike, Roddenberry a créé un tout nouveau capitaine, James T. Kirk. La plupart des fans ont vu des parties de la Cage plus tard, lorsqu'elle a été réutilisée dans un épisode en 2 parties intitulé The Menagerie. Dans cette version, on apprend que Pike a fini gravement blessé et dans un fauteuil roulant, incapable de parler. L'acteur Sean Kenney a joué la version plus âgée et endommagée de Pike. Dans cet épisode, Spock tente d'aider son ancien capitaine à retourner chez les Tolosiens où des illusions permettraient à Pike de vivre le reste de sa vie en paix. Même si Geoffrey Hunter n'est pas revenu pour cela, son personnage a eu droit à une fin digne de ce nom dans l'histoire de la série. Mais qu'est-il arrivé à l'acteur lui-même? Pourquoi n'a-t-il pas continué à jouer dans Star Trek? C'est là que les choses se gâtent un peu. Que s'est-il réellement passé en coulisses? L'histoire officielle de l'époque était simple. Geoffrey Hunter n'était pas disponible pour le 2e pilote de Star Trek. Mais la vérité, selon de nombreuses personnes impliquées dans la série, n'était pas si simple. L'une des versions provient de William Shatner lui-même. Il a déclaré que Gene Roddenberry lui avait dit un jour qu'il y avait des problèmes avec Hunter et sa femme. Selon Shatner, Roddenberry se plaignait des crises de colère, des restrictions et des ultimatums posés sur la table. Alors, au lieu de gérer ce stress, Roddenberry a décidé de passer à autre chose et de remplacer le Hunter par un autre. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette version. Certaines sources, comme la Star Trek Encyclopédia, indiquent simplement que Hunter n'était pas disponible. D'autres, comme Brian J. Robb dans A Brief Guide to Star Trek, disent que NBC n'aimait pas Hunter dans le rôle et qu'il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'être lié à une série de longue durée. Pour cette raison, son contrat n'a pas été renouvelé lorsque le second pilote a été approuvé.
Mais une interview jette encore plus de lumière sur la situation. Le blog Fact Trek a partagé l'audio d'une des premières conventions de fans où Oscar Katz, qui était vice-président exécutif des studios Desilu, a parlé de ce qui s'est réellement passé. Selon Katz, Geoffrey Hunter n'avait même pas encore vu son épisode The Cage lorsque le studio a décidé de tourner un second pilote. Le studio avait déjà dépensé plus d'un demi-million de dollars pour le tournage et voulait donc récupérer Hunter. Avant qu'il ne prenne sa décision, une projection privée est organisée pour lui. Gene Roddenberry, Oscar Katz et Herb Solow étaient tous présents. Ils ont regardé les images ensemble dans une grande salle de projection à la Desilu en espérant faire revenir Hunter. Mais après avoir vu le pilote, Hunter n'est jamais revenu dans la série. Qu'est-ce qui a mal tourné la femme qui a tout changé? De nombreuses personnes pensent que la femme de Geoffrey Hunter, à l'époque Joan Bartlett, est la raison pour laquelle il n'est pas revenu. Leonard Nimoy l'a dit dans son livre de 1995 I Am Spock, en déclarant que Geoff Hunter a été licencié lorsque sa femme a commencé à le représenter et à faire ce que Gene considérait comme des demandes excessives. Nimoy a ajouté qu'il était le seul acteur à être revenu du premier pilote à cause de ce problème. Shatner a également mentionné la même chose dans son propre livre Star Trek Memories, écrit en 1993. Dans ce livre, il dit que l'histoire officielle selon laquelle Hunter était simplement indisponible n'était pas vraiment vraie. Selon Shatner, la femme de Hunter a soudainement commencé à se présenter aux réunions de production. Elle n'a pas du tout aimé l'épisode pilote. Il a dit qu'elle entrerait en trompe dans le bureau de Gene Roddenberry et qu'elle commencerait à faire des demandes farfelues. L'une de ces demandes était que Geoffrey ne soit filmé que sous certains angles. Il semble qu'elle ait voulu avoir plus de contrôle sur la carrière de son mari et que Roddenberry n'ait pas voulu s'en occuper. Alors, au lieu de garder le même acteur ou même le même personnage, Roddenberry a pris une décision audacieuse. Il a créé un nouveau capitaine, un nouveau ton et une nouvelle direction pour la série. C'est alors que le capitaine James T. Kirk est né, et le reste, comme les fans le savent, est entré dans l'histoire de Star Trek. Mais il est étrange de penser que l'opinion d'une personne en dehors de l'écran a pu changer tout l'avenir de la franchise, un héritage qui perdure. Même si Geoffrey Hunter n'est jamais revenu dans Star Trek, son rôle du capitaine Pike n'a pas été oublié. Dans la ménagerie, les fans ont vu une fin pour son personnage. Pike était montré plus âgé, blessé et incapable de parler, mais il restait dans les mémoires comme un leader fort. Plus tard, d'autres acteurs ont repris le rôle. Sean Kenny a joué le rôle de Pike blessé et Anson Mount a ramené le personnage dans la nouvelle série Star Trek Strange New World. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans la performance originale de Hunter. Sa version du capitaine Pike a montré une facette du leadership différente de celle de Kirk. Pike était sérieux, émotif et doté d'une force tranquille. Son rôle dans la cage est entré dans l'histoire de Star Trek. Il est également devenu un grand what if dans l'histoire de la télévision. Et si Hunter était resté? Et si Roddenberry l'avait gardé comme leader? Star Trek serait-il devenu le même phénomène mondial? Personne ne le sait avec certitude, mais nous savons ceci. Son départ soudain a profondément marqué la série. Et tandis que les fans débattent encore de la véritable raison pour laquelle il n'est pas revenu, tout porte à croire qu'il y a eu des luttes en coulisses, en particulier avec sa femme. Comme l'a dit Nimoy, les exigences étaient tout simplement trop élevées, et Shatner l'a fait savoir. Apparemment, il y a eu des problèmes avec Jeffrey, mais après. Qu'il s'agisse de problèmes d'emploi du temps, de contrôle ou de conflits de personnalité, il est clair que le départ de Geoffrey Hunter n'a pas été un simple choix. Ce moment a changé Star Trek pour toujours. Que s'est-il réellement passé pendant la projection lorsque les producteurs de Desilu ont essayé de faire revenir Geoffrey Hunter pour un deuxième pilote de Star Trek? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Oscar Katz, qui était l'un des principaux dirigeants de l'époque, a déclaré que Geoffrey Hunter et sa femme étaient venus regarder le premier pilote de Cage. Katz pouvait dire rien qu'en les regardant que quelqu'un dans cette pièce n'aimait pas ce qu'il voyait. Selon lui, au moins, l'un d'entre eux a détesté le film. Peu après la projection, Katz a appris que Hunter ne voulait plus participer à l'émission. Au début, Katz pensait que cela faisait partie d'une stratégie de négociation. Il pensait que Hunter essayait d'obtenir une meilleure offre. Katz a donc demandé à l'équipe commerciale de continuer à discuter avec l'agent de Hunter. Mais au bout de quelques semaines, rien ne va plus. Les pourparlers s'effondraient et tout le monde perdait patience. Katz raconte qu'un jour je me suis dit « oublions ça, nous signerons une autre piste. Oubliez les 6 cents 45 000 $ de pellicule. Cela signifie qu'ils étaient prêts à perdre tout l'argent dépensé pour la cage et à passer à quelqu'un d'autre.
Mais tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire. Une autre version provient de Solo et du producteur Robert H. Justman, dans leur livre Inside Star Trek The Real Story. Ils affirment que Hunter ne s'est jamais présenté à la projection. Seule sa femme l'a fait. Selon eux, après le générique, elle s'est levée et a donné une réponse claire. Elle a dit que ce n'était pas le genre d'émission que Jeff voulait faire. Et puis ce ne serait pas bon pour sa carrière. Jeff Hunter est une star de cinéma. Le livre s'est trompé sur un petit détail. Il l'appelait Sunday, mais son vrai surnom était Dusty. Même avec cette petite erreur, cela montre à quel point les souvenirs de ce moment étaient partagés. Néanmoins, une chose prouve que la projection a eu lieu. Une invitation envoyée par Gene Roddenberry à Hunter lui-même. Dans cette lettre, Roddenberry écrit que la chaîne est intéressée par Star Trek, mais qu'elle se sent un peu nerveuse parce que l'idée est tellement inhabituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les lettres de Roddenberry racontent une autre histoire. Gene Roddenberry voulait que Hunter reste dans la série. Dans sa lettre à l'acteur, il dit « Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important que vous voyiez le film. » Il lui a expliqué qu'ils auraient peut-être besoin de s'asseoir et de parler bientôt. Et cela ne fonctionnerait pas si Hunter n'avait pas vu le montage final. Il semblait plein d'espoir, essayant toujours de convaincre l'acteur de donner une vraie chance à Star Trek. Plus tard, lorsque Roddenberry a appris que Hunter avait pris sa décision, il n'en a même pas été informé directement. C'est quelqu'un d'autre qui lui a annoncé la nouvelle. Roddenberry envoya alors une autre lettre dans laquelle il écrivait « On m'a dit que vous aviez décidé de ne pas poursuivre Star Trek. » Il a ajouté que c'était votre décision, bien sûr, et que je devais la respecter. Il n'y avait ni colère ni drame dans sa réponse. Il a dit qu'il n'était pas rancunier et qu'il continuerait à refléter publiquement et en privé la grande estime que j'ai acquise à votre égard au cours de la production de notre pilote. Roddenberry est resté calme et respectueux, même si cette décision a changé l'avenir de Star Trek pour toujours. Selon l'écrivain James Van Hise, qui a écrit « The Man Who Created Star Trek », l'homme qui a créé Star Trek, cela pourrait se résumer à une croyance. Il a écrit que la femme de Hunter avait convaincu l'acteur que la science-fiction n'était pas à sa hauteur. Elle pensait que ce n'était pas assez bien pour quelqu'un comme Jeffrey Hunter. Malheureusement, c'était peut-être une erreur. À ce moment-là, les plus grands rôles de Hunter étaient déjà derrière lui. Il avait joué dans des films comme The Searchers et King of Kings, mais les choses ralentissaient. Il est décédé quelques années plus tard, en 1969, et la cage est restée sa seule apparition dans Star Trek. Pourtant, son bref rôle a laissé une grande empreinte sur la franchise. Et bien des années plus tard, quelqu'un d'autre ramènerait le capitaine Pike à la vie, passant le flambeau à un nouveau capitaine Pike. Grâce à la réutilisation des images de la cage dans la ménagerie, le personnage du capitaine Pike est officiellement entré dans l'histoire de Star Trek. Ainsi, lorsque de nouvelles séries Star Trek ont été créées, il était logique de revisiter le personnage. Dans la deuxième saison de Star Trek Discovery, c'est l'acteur Anson Mount qui a été choisi pour incarner le capitaine Pike. Et ce n'était pas une décision prise au hasard. D'autres personnages de la cage sont également revenus, notamment Spock, interprété par Ethan Peck, et Number One, joué par Rebecca Romijn. Même l'étrange espèce extraterrestre, les Tolosiens, a fait son retour. Les fans étaient enthousiastes. Ces anciens personnages ont suscité une vague d'intérêt, et c'est ce qui a conduit la Paramount à créer Star Trek Strange New Worlds. Cette série se concentre entièrement sur Pike et ses missions à bord de l'USS Enterprise après la cage, mais avant la série originale avec Kirk. De nombreux nouveaux fans ont rapidement remarqué que Pike et Kirk n'étaient pas les mêmes. Ils avaient des styles et des personnalités très différents, mais tous deux étaient devenus à leur manière des éléments centraux de Star Trek. Anson Mount savait exactement dans quoi il mettait les pieds. Il ne jouait pas n'importe quel rôle. Il reprenait un personnage qui n'était apparu qu'une seule fois, mais qui représentait beaucoup pour les fans de longue date. Et c'est là que les choses ont pris une tournure émotionnelle. La bénédiction du fils de Geoffrey Hunter. Le fils de Geoffrey Hunter, Chris Hunter, est né en 1952. Il est l'enfant de Geoffrey et de sa première femme, Barbara Rush. Geoffrey a ensuite épousé Joan Bartlett, la femme qui assistait aux projections et qui aurait posé des exigences. Ce mariage s'est soldé par un divorce en 1967. Hunter s'est remarié en 1969, 3 mois seulement avant sa mort soudaine. Mais Chris Hunter s'est toujours souvenu de la relation de son père avec Star Trek. Et lorsque Anson Mount est entré dans la peau du capitaine Pike, Chris lui a donné sa bénédiction. Selon un article de Popverse datant de 2025,
Chris s'est rendu au Comic-Con en 2018, alors que Mont faisait de la presse pour Discovery. Il a personnellement dit à Mont qu'il pensait que son père aurait approuvé son casting. Cela signifiait beaucoup pour Mont. Il a déclaré plus tard, lors d'une convention, « Je le savais absolument. Je suis un trekker de la vieille école. Je sais que c'est plus qu'une série télévisée pour beaucoup de gens. » Il savait combien il était important de traiter le personnage avec respect. Et il l'a fait. La version de Mont du Capitaine Pike a donné une nouvelle vie au personnage, tout en honorant l'interprétation originale de Geoffrey Hunter. Même si Hunter n'est apparu que dans un seul épisode, sa présence se fait encore sentir aujourd'hui. L'approbation de son fils y a veillé. Aujourd'hui, un personnage qui a failli disparaître est à nouveau au centre de l'univers Star Trek, grâce à une décision prise il y a près de 60 ans et à l'histoire compliquée qui a poussé le capitaine original à s'éloigner. Pensez-vous que Geoffrey Hunter a fait une erreur en quittant Star Trek? Ou était-ce la bonne décision pour sa carrière à l'époque?